Montpellier, nous sommes ici réunis avec Maryse Faye, vous êtes troisième adjointe au maire de Montpellier. Également, donc, comme nous l'indiquions tout à l'heure avec Jean-Christophe, monsieur Garcia Diaz. Et depuis Genève, Madame Manzoni, vous êtes architecte et urbaniste. Je vais tout de suite donner la parole. Vous nous entendez depuis Genève, Madame Manzoni? Je vous entends très bien. Bonjour Montpellier. Merci de m'avoir invité. nous, nous- Euh, nous vous vous remercions d'être m'entendez avec bien nous. donc? On vous entend fort et clair. Je vais donner la parole en premier lieu à Madame Maryse Faye. Vous allez revenir sur l'histoire de la métropole, puisque l'objet de cette table ronde, c'est de la métropole dense à un territoire équilibré. Et ça m'intéressait de revenir avec vous sur l'histoire de cette métropole qui est tout à fait étonnante de par voilà, son expansion et puis le fait que vous travaillez, que ce soit au niveau macro ou micro, à son équilibre. Parlez-nous de cet aspect, s'il vous plaît, Madame Faye. Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous accueillir à la mairie de Montpellier. Effectivement, ma compétence et ma passion, puisque je suis architecte urbaniste, est l'urbanisme durable et la maîtrise foncière. Et en ce sens, effectivement, la connaissance territoriale, géographique, historique de Montpellier et de sa métropole est véritablement important. Alors c'est vrai que tout à l'heure, Carlos nous faisait part un petit peu d'un certain pessimisme, mais ce pessimisme était nécessaire pour qu'il y ait des prises de conscience. Et ces prises de conscience, elles se font aussi effectivement avec l'existence des villes. Et par exemple Montpellier, qui a une démographie extraordinaire et exceptionnelle, il y a une explication. Alors, en fait, la ville est née en 985. Je vais aller très rapidement, je ne vais pas y aller Oui, ne remontons pas, année s'il vous par plaît, à la année. préhistoire. Donc 985, c'était sa naissance. Et en fait, il y a eu une grosse articulation dès 1977, où en fait, elle était 19e ville au rang français. Et le paradoxe a fait que son dynamisme et son rayonnement a amené en 2022 la ville à être en fait la 7e ville de France. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'effectivement, cette démographie rayonnante a eu un impact très très fort. Pourquoi? Tout simplement parce qu'entre 1954 et 1977, je ne rentrerai pas dans les chiffres, je donnerai simplement un pourcentage, 95% d'augmentation de la population. Et ensuite, entre 1977 et 2022, c'est-à-dire aujourd'hui, 52% d'augmentation. C'est la ville en France qui est, avec une démographie aussi importante, la première. Alors, c'est vrai que ça suppose un certain optimisme, mais aussi une certaine responsabilité politique pour savoir comment accueillir mieux, mais toujours, parce qu'on accueille toujours. Et donc, cette explication de cette dynamique, c'est peut-être aussi avec des tranches dans le passé, des années 60 à 70. Ensuite, on a eu effectivement 1950 le statut de capitale de Languedoc-Roussillon. Il y a eu aussi en 62 une arrivée assez massive de la population française de l'Afrique du Nord. Et ensuite, il y a eu ce qu'on appelle la mission Racine, qui a été la mission décidée par le général de Gaulle pour attirer le tourisme, le faire rester en France. Et ça a donné aussi un dynamisme sur le sud de la France, puisque la mission Racine, c'est tout l'aménagement du littoral qui a été effectivement un tremplin à cette renommée et à cette dynamique. Mais cette expansion ne s'est pas faite de façon, comment dirais-je, équilibrée, puisque la métropole je dirais, s'est étendue du côté est, et vous avez tenté, et c'est depuis 30 ans, vous œuvrez ici dans la métropole, vous êtes engagé, vous le disiez en préparant cette intervention, prospective et anticipation, ce sont vos deux maîtres mots. Parlons de l'avenir. Parlons de ce poumon vert, parlons de Med-Vallée, et je donnerai la parole à Monsieur Garcia Diaz qui a lui aussi œuvré à cet équilibre à travers l'une de ses réalisations qui est le tramway. Mais revenons-en à cet équilibre que vous souhaiterez mettre en œuvre ici à Montpellier. Alors c'est vrai qu'avant 1977, l'extension de la ville s'est faite plutôt sur l'est et sur le nord-est, et en particulier avec la création d'un quartier social qui était ce qu'on appelait à l'époque la ZUP de la Paillade. Et le centre-ville a été un petit peu déplacé au niveau de son équilibre. Et c'est en 1977, avec la nouvelle équipe qui est arrivée aux manettes, comme on dit,
Georges Frêche et Raymond Dugrand, le bâtisseur et le visionnaire, qui ont réfléchi à cette ville qui était déséquilibrée et qui sont partis avec un nouveau schéma d'aménagement, un nouveau projet de ville pour rééquilibrer cette ville, sachant qu'il fallait continuer d'accueillir, compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, et que cette population, il fallait effectivement la répartir de façon géographique sur le territoire. Et on avait un blocage qui était naturel parce qu'il y avait des terrains qui étaient possédés par l'armée. Et vous savez que lutter contre l'armée quand on a une propriété foncière, c'est aussi difficile que de faire une guerre. Mais en 1977, cette décision a été prise et le rééquilibrage a été fait sur l'est de Montpellier en faisant sauter le verrou du polygone et de partir justement sur l'extension de la ville jusqu'à Sonlèze parce que le fleuve n'était même pas intégré à la ville. Donc ça a été un projet de réaménagement très important avec effectivement des anticipations foncières particulièrement pour anticiper la création des ZAC. Mais ça, c'était une autre époque. C'était l'époque avant, on va dire, 2020, puisqu'on était dans l'extension de la ville. Et on reviendra sans doute tout à l'heure sur une autre façon de faire la ville aujourd'hui. Une autre façon qui passe par l'humain. Et je donne la parole à Monsieur Garcia Diaz, parce que depuis 40 ans, vous dirigez une agence, l'agence GAU, et vous initiez des projets singuliers, des projets singuliers éco-responsables et durables, et vous placez à chaque fois l'humain au centre de vos réalisations. Oui, effectivement. Par rapport à ce que vient de dire Maryse Faye, je rajouterais, effectivement, je suis un peu âgé et j'ai connu donc toutes ces trajectoires. L'expérience. L'expérience peut-être un petit peu. C'est de dire que effectivement, en 1977, ce qui avait fait que la ville de Montpellier se développait essentiellement vers l'ouest, le nord, etc., c'est aussi du fait que l'université avait été transférée vers ces quartiers-là. Et donc, il y avait ce déséquilibre qui se faisait. Et effectivement, la grande action qui a été menée est de dire il faut aller vers l'ouest, vers l'est, et en même temps reconquérir des territoires qui étaient des coupures urbaines extraordinaires, comme le Lez, etc. Donc, il y a eu tout ce travail aussi pour reconquérir ces territoires. Et ça s'est fait à travers le tramway, dont vous êtes l'initiateur. Alors, l'initiateur, j'ai accompagné une démarche. Le réalisateur, le concepteur, voilà. Avec l'aménageur. Enfin. J'ai eu la chance d'avoir été lauréat du premier concours, et puis ensuite, j'ai poursuivi les autres lignes. J'en profite pour dire aussi que la force d'une ville et d'une équipe municipale aussi, c'est d'anticiper. Je m'en suis aperçu au moment des premières études de la ligne 1 de tramway. Peut-être peu d'habitants le savent, mais une grande partie du linéaire de la ligne avait déjà été anticipée au niveau des ouvrages. La ville ne savait pas encore si elle allait avoir un tramway ou autre chose, mais par exemple l'ouvrage sur la voie SNCF en plein centre-ville avait été déjà anticipé pour la mise en place d'un transport en site propre. Ce qui m'amène à parler, et on va donner la parole à Madame Manzoni depuis Genève, à l'artificialisation des sols et à cette volonté qu'on a maintenant de limiter cette artificialisation. Est-ce que là aussi, vous pensez qu'il est nécessaire d'œuvrer dans ce sens-là ici, dans la métropole, construire la ville dans la ville, anticiper, vous me parliez du temps long également, quels sont ces éléments qu'il faut également mettre en perspective dans son action ? En tout cas, vous l'avez dit tout à l'heure, dans l'équipe que j'anime, qui comprend aussi des paysagistes, des personnes responsables au niveau de tous les domaines liés au développement urbain, etc. Pour nous, limiter l'artificialisation des sols, on le fait. Enfin, on ne l'imagine pas maintenant. Ça fait 20 ans qu'on travaille dans ce domaine-là. C'est indispensable. Aujourd'hui, tout le monde en parle, mais c'est vraiment indispensable. Justement, à Genève, c'est également une nécessité puisqu'il y a une très forte densification. Béatrice Manzoni, vous êtes architecte, mais vous œuvrez également sur des aspects qu'on a également ici
rencontrer, on appelle chez vous cela l'habitat collectif, ici c'est l'habitat participatif. Parlez-nous de cette innovation qui est vraiment tout à fait intéressante et que vous vivez au quotidien à travers des projets. Et vous allez nous parler d'un projet particulier à Genève. Alors, tout d'abord, vous remercier de cet échange. Je dirais que nous sommes venus à Montpellier pour regarder les lignes de tram, pour voir des projets de paysage, d'infrastructures passionnants. Alors maintenant, peut-être qu'on peut aussi vous amener des expériences un peu pionnières, je dirais, mais qui sont aussi un peu presque des hasards. Le quartier pour lequel j'ai pu travailler il y a déjà 15 ans, le quartier des Vergers, comme son nom l'indique, se situait sur un terrain agricole dans une cité des années 60 en extension. Et la chance de ce quartier, ça a été finalement de pouvoir mettre en place un quartier où le foncier public a été accordé à des coopératives. Ce n'est pas du logement collectif, c'est du logement coopératif. Vous savez peut-être qu'à Genève, on a quand même un grand problème de terrain très petit. On est enclavé, on va dire, par la France. Il y a beaucoup de spéculation. On est parti dans une direction où on optimise le sol de manière folle, c'est-à-dire que plus c'est dense, plus c'est écologique. Et là, vraiment, le quartier des Vergers, qui date d'il y a 15 ans, on n'était pas encore dans cette optique-là. On était justement dans ce que vous avez dit précédemment, dans une vision plus équilibrée du territoire, où on recherchait la qualité et aussi cette diversification des acteurs du logement. Et peut-être que le logement coopératif, à cet égard, est très intéressant. En tout cas, en Suisse, c'est une tradition relativement ancienne. À Genève, on n'en avait pas tellement. C'est vraiment depuis maintenant une dizaine d'années que les collectivités publiques donnent en droit de superficie des terrains aux coopératives. Et ce qui est intéressant, c'est que les coopératives mettent en rapport des futurs habitants avec des architectes et que d'une certaine manière, on sort du logement générique, c'est-à-dire du produit immobilier, même quand il est teinté de vertus écologiques, voilà. Donc, je dirais qu'il y a de l'innovation de par le côté hybride des expérimentations qui se passent dans le logement coopératif. Et au verger, pour revenir à cette notion de verger, il y a eu une collision, on peut dire, ou un concours de circonstances entre l'agriculture contractuelle, des habitants de coopératives qui venaient de ce mouvement de l'agriculture contractuelle, c'est-à-dire une agriculture qui cherche à retisser des liens entre le consommateur, l'habitant et le producteur fermier. Et à Genève, on a depuis, je dirais, 30, 40 ans, quelques initiatives d'agriculture contractuelle qui sont très intéressantes. Et en fait, là, on a eu au verger cette opportunité de développer ces circuits courts en lien entre habitants et production maraîchère. Et ça se joue dans les espaces ouverts de ce quartier. Vous indiquez en préparant cette intervention qu'il était nécessaire d'inscrire l'urbanisme dans un modèle qui soit plus général, qui s'inscrive également dans une action écologique. Vous parliez donc des coopératives agricoles. Et vous me disiez également qu'il était pour vous préférable d'avoir affaire à des coopératives, puisque l'habitat moins générique, c'était l'innovation. Et que vous étiez une défenseur de ces habitats, je dirais, uniques. Et vous appelez également les citoyens à s'engager à chaque étape de la réalisation de ces projets. Alors, disons, ce qui est intéressant dans les coopératives, c'est qu'à l'échelle d'un immeuble, les communs sont imaginés par les futurs habitants. Donc, dans le quartier des Vergers, il y a toute une gamme d'équipements qui sont prévus par les collectivités publiques, hein, qui sont très intéressants, mais aussi à l'échelle de ces coopératives, des lieux, alors en l'occurrence par rapport à cette question de la production, de la souveraineté alimentaire, des lieux de transformation des produits agricoles, du pain, du lait, voilà. Donc c'est une manière de se... Alors, je dirais ce qui est très intéressant aussi
avec cet exemple, c'est que c'est une manière pour les habitants de se réapproprier aussi les communs. On n'est pas dans quelque chose qui a été préformaté, imaginé, même avec la plus grande intelligence et générosité. C'est difficile d'anticiper les besoins d'un quartier de 1300 habitants de cette façon-là. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en prévoyant tous ces services de proximité qui sont liés à des choses assez spécifiques, qui se sont inventés voilà, en cours de route, on tisse des liens, soit avec un contexte plus vaste qui est le contexte, je dirais, agricole dans lequel s'inscrit ce nouveau quartier, mais aussi avec les anciens habitants ou les habitants de la cité de Mérin actuelle. Et je dirais qu'on en avait parlé un peu, cette question aussi de la greffe entre un nouveau quartier et un quartier préexistant, c'est quelque chose de très important. On va parler dans quelques instants de l'intégration de ces nouveaux quartiers dans le tissu urbain. C'est là aussi un de vos chevals de bataille. Mais je voudrais revenir avec vous, Madame Faye, sur cet investissement au quotidien. Il faut redonner ces lettres de noblesse à l'habitat collectif. C'est nécessaire dans cette perspective de lutter contre le réchauffement climatique, avec cette ville du quart d'heure que défend si habilement et si justement Monsieur Moreno. Oui, vous avez raison, tout à fait. Euh, le rêve du Français aujourd'hui, c'est d'avoir sa maison particulière. Et donc, on sait, d'une part, par rapport au texte législatif, avec le ESAN, tout le monde sait ce que c'est maintenant, on ne donne plus sa définition, c'est qu'il ne faut plus qu'on consomme, il faut qu'on soit dans la sobriété foncière. Donc aujourd'hui, il faut qu'on retravaille sur la construction et la production du collectif. Alors quand je fais la nuance entre construction et production, ça veut dire aussi qu'il faut produire plus, mais pas simplement en construisant. On peut recycler, on peut déconstruire et reconstruire sur des bâtiments existants. L'objectif étant de ne pas s'étendre. On l'a fait à une certaine époque, je vous l'ai expliqué, entre 1977 et 2020. On finit effectivement les actes qui sont entamés aujourd'hui et on essaye de les retransformer avec nos nouveaux paradigmes, en particulier ville-parc, etc., et la ville du quart d'heure avec les services. Mais maintenant, il faut qu'on parte sur un discours de la hauteur, c'est-à-dire redonner, vous avez raison, ces lettres de noblesse au collectif, parce qu'on a toujours une connotation des années 70 où le collectif, en fait, représentait une production à tout va parce qu'il fallait produire vite. Mais aujourd'hui, on est dans une autre réflexion et la période de Covid nous a apporté aussi cette nouvelle réflexion sur comment habiter. Et donc, dans le collectif, nous, ce qu'on demande aux architectes et aux promoteurs, et Antonio est dans cette dynamique-là, c'est de redonner au collectif des espaces qui permettent d'être dedans, dehors, et d'avoir des lieux communs, comme vous le disiez tout à l'heure. Et ces lieux communs, effectivement, sont la place du village, mais qu'on retrouve dans les immeubles. Et donc, cette innovation, c'est ce challenge qu'on demande aux architectes, de trouver dans le collectif tous les paradigmes qui sont aussi sur le développement durable, à savoir des appartements transversaux pour permettre non pas l'utilisation de la clim, mais le courant d'air. Tout ce que disait tout à l'heure Carlos, c'est ça. Il faut qu'on soit dans cette utopie, qu'on rende cette utopie réaliste finalement. Et on va y arriver parce qu'on n'est pas confronté à un choix, on est dans la transition écologique. Je dis même moi qu'on n'est plus dans la transition, on y est dedans. Il n'y a pas de fatalisme, il faut qu'on agisse. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de construire la ville sur la ville, de recycler des friches industrielles. Nous, on n'en a pas beaucoup à Montpellier. Ça a été une chance au 19e, enfin peut-être pas une chance au 19e, mais en tout cas quand il y a eu le déclin industriel, on n'a pas vécu cette période difficile, comme par exemple les villes du Nord. Mais aujourd'hui, on est dans une attractivité de démographie. Il faut qu'on loge les gens. Et c'est pour ça que, effectivement, l'habitat participatif, c'est un moyen, une réponse à une demande. Mais sur Montpellier, le maire de la ville de Montpellier, Michael Delafosse, et sur la métropole, puisqu'il en est le président, on développe ce qu'on appelle le parcours résidentiel. C'est-à-dire qu'on essaye d'offrir à chacun, en fonction de son pouvoir d'achat dont on parlait tout à l'heure, un logement digne. Donc ça va du logement social. Vous savez qu'à Montpellier, sur la métropole, on a 28 000 demandes
en attente de logement social. On a 75% de la population qui est éligible au logement social, donc on doit produire. Donc on produit du logement social, on va produire du logement abordable et on va le produire effectivement une tranche supplémentaire entre l'abordable et le libre opéré par les promoteurs qui s'appelle le logement intermédiaire, qui est un prix qui sera plus accessible aux classes moyennes, parce que les classes moyennes à Montpellier ont beaucoup de difficultés, d'une part à acheter, d'autre part aussi à louer. Donc on a mis en place l'encadrement des loyers. Et ça, c'est une autre politique. En fait, on a énormément de politiques qu'on peut mettre en place, mais à condition d'avoir cette volonté. Les politiques sur le logement, il y en a énormément, mais il faut qu'on aille les chercher et qu'on aille les mettre en place. Et c'est ce que veut faire Montpellier, puisque 4000 personnes supplémentaires arrivent à Montpellier et 8000 personnes supplémentaires arrivent sur la métropole. On doit continuer d'accueillir, mais mieux. Merci. Je vais revenir vers vous sur les grands projets de l'agglomération et de la ville, parce que là aussi, il y a pas simplement, enfin voilà, il y a une vision d'avenir au long cours. Mais je voudrais revenir sur ce pragmatisme dont il faut faire preuve lorsqu'on est un urbaniste, puisque je suis entouré d'urbanistes, et j'en suis très heureux, puisque vous êtes des visionnaires. Il faut faire preuve de pragmatisme, parce que vous craignez les dogmes. Vous me disiez les nécessaires densifications et notions de densification acceptable. C'est le nœud gordien? Oui, si vous permettez, je vais peut-être commencer par quelques réflexions sur ce que nous sommes en train de vivre. Moi, j'ai lu les 305 articles de la loi climat et résilience. Ça donne des mots de tête. Ça donne des mots de tête. Nous avons aujourd'hui effectivement l'obligation de recourir pour 2050 à un zéro artificialisation nette aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on divise par 5 pratiquement tout ce que nous avons aujourd'hui. Ça m'amène à dire que si on poursuit cet objectif, ça veut dire qu'on va être obligé de renverser la table dans beaucoup de domaines, que ce soit le logement, que ce soit nos façons d'étendre les villes, les communications, la voiture, etc., etc. Les usages de la voiture. Les usages de la voiture, etc. Donc c'est quelque chose que moi, j'imagine, si l'autre jour je me disais, tiens, j'aimerais bien vivre jusqu'à la COP 55, puisque c'est l'horizon, pour voir qu'est-ce que la COP 55 va amener de plus par rapport à la COP 2027. Je fais juste un petit aparté. Pour revenir sur ces questions de densification, il faut le faire, c'est indispensable. On aurait dû le faire depuis déjà 20 ans, mais en tout cas, là, on est au pied du mur et il faut le faire. La ville de Montpellier a pris des mesures dans ce sens-là et c'est une excellente chose. Par contre, la réflexion que je me fais, c'est le fait que la raréfaction de l'espace, qu'on le veuille ou non, le zéro artificialisation nette va faire que des communes vont être obligées de se replier sur elles-mêmes, de construire en hauteur, etc. Mais ça veut dire, et je le constate déjà, que la vie est ainsi faite. Il y a des tas, et je le vois au niveau concret. Figeac. Non, il y a des tas de communes du Gard, de l'Hérault, etc., qui voient arriver des aménageurs disant, vous avez, 3 ou 4 hectares, c'est constructible, puisque leur PLU le permet, etc. On va construire là. Et je me dis, cet éparpillement aussi de l'habitat, est-ce qu'on est Ça ne résout pas le problème de l'écologie. On a le pendulaire qui vient contrarier. Donc vraiment, il me semble que dans notre beau pays, il faudrait qu'on essaie d'avoir aussi des retours d'expérience, qu'on réfléchisse un peu aux conséquences qu'un certain nombre de textes vont amener. Justement, le retour d'expérience, on l'a déjà, puisque en Suisse, à Genève, vous êtes précurseur. Et en ça, vous m'avez indiqué qu'il fallait, avec ces écoquartiers, s'inscrire dans le tissu urbain. Vous avez parlé de l'eau, de ces réserves d'eau, vous avez parlé de l'électricité, de l'usage de la voiture, de la densification en hauteur. Madame Manzoni, nourrissez-nous de votre expérience à Genève, s'il vous plaît. Volontiers. Moi, je dirais que par rapport à ce qui vient d'être dit,
On a justement le problème d'avoir un territoire très attractif comme Montpellier, parce qu'on est la Suisse, et de repousser de l'autre côté de la frontière pas mal de choses. Donc, en disant qu'on ne doit plus artificialiser les sols, qu'on doit limiter l'extension urbaine côté suisse, on a été très fort depuis même les années 30, on a protégé notre zone agricole, mais on a généré des externalités côté France, avec, disons, un mitage du territoire, disons des choses qui sont vraiment problématiques. Donc, je vous rejoins sur le diagnostic de attention aux bonnes intentions en votant des lois ou des textes qui sont parés de grandes vertus écologiques, mais qui ont des effets en fait totalement délétères. Et donc, on travaille au niveau de l'agglomération franco-valdo-genevoise pour essayer de mettre des schémas d'agglomération en place qui dépassent les frontières, qui essayent de rééquilibrer les questions d'emploi, d'habitat, mais aussi de structuration via tous les réseaux énergétiques, mais aussi d'infrastructures lourdes, trains, trams, pour que les densifications qui se font soit en extension, soit en densification d'existence, se fassent au bon endroit, avec des transports en commun, disons, voilà. Donc, nous, en ce moment, je dirais qu'on ne va pas vous montrer, on ne va pas vous donner l'exemple de quelque chose qui marche très bien. Pour être très honnête, on est tous dans la même situation, hein. Donc, on constate aussi des déséquilibres, des difficultés. Après, pour moi, je suis aussi assez inquiète des modèles qui s'appliqueraient partout. Je pense qu'on doit vraiment redescendre dans nos territoires, essayer de comprendre quelles sont les ressources qu'on a à disposition, travailler de plus en plus au cas par cas. Disons, je pense qu'il y a toutes les grandes infrastructures lourdes qu'on peut mettre en place à l'échelle territoriale, mais après, il y a vraiment un travail qui doit être très fin. Voilà, donc c'est plutôt ça, c'est cette reprise en compte du contexte des ressources tant humaines euh, et aussi tous les artefacts qu'on a produits ces dernières années. Aujourd'hui, chez nous, le gros problème qu'on a, et il commence à y avoir une sensibilisation, c'est on a, au niveau de la Suisse, la Confédération a décidé qu'il fallait faire un développement sur l'intérieur. Alors, dans le contexte genevois qui n'a aucune friche, cette idée du développement sur l'intérieur est très problématique. C'est-à-dire qu'on doit engager des démolitions très importantes et des déplacements d'emplois ou de logements. Donc, vous voyez, les grandes idées décidées à l'échelon de la Confédération, peut-être appliquées dans un canton qui a fait du stock foncier, qui a déclassé trop de terrain depuis des années, c'est très intéressant, mais sur Genève, c'est catastrophique. Donc voilà, je dirais que j'ai pas vraiment de grandes leçons à vous fournir, si ce n'est qu'effectivement, on doit travailler à partir de nos territoires d'une connaissance très intime et être ouvert disons, à cet échange d'expériences, mais vraiment bien comprendre les spécificités de chaque territoire. Merci Madame Manzoni. On va donner maintenant la parole à notre public venu ici à Montpellier. Si une question, Madame au premier rang, une question on va vous adresser le micro dans quelques instants. On vous remercie également, jeune homme, de bien vouloir nous aider dans cette passage de micro. Madame, la parole. Merci, oui, c'est très intéressant cette idée de schéma territorial un peu large. Et puisqu'on est à Montpellier, je pense que ça serait bien puisqu'il y a aussi un bilan carbone sur Montpellier qui pourrait être fait de manière large, sur son schéma, pas seulement métropole, mais toutes les frontières et les franges extérieures. J'étais à une réunion avec les Suisses pas si longtemps sur les mobilités, où ils ont le ferroviaire comme grande structure. Ils réfléchissent beaucoup à des schémas de circulation. À Montpellier, ça pose problème. Et donc, nous, on demande, je parle au nom d'un collectif national, un moratoire de tous les projets routiers destructeurs. On en a compté 55. Pourquoi? Parce que toutes les périphéries des villes misent sur des contournements qui sont toujours avec voiture, camion. Donc la question du transport
de l'offre de transport public, des connexions entre les transports, de la fin de la voiture. C'est une question que doit se poser pour nous les métropoles et les alentours des métropoles. Parce que si tous les alentours se construisent avec des voitures, on va y avoir la spéculation foncière, il va y avoir encore des constructions et des actes. Il nous aurait fallu une journée, madame. On Non, avait mais la abordé cette question pour question. votre bilan carbone de Montpellier, c'est bien de poser la question de la place de la voiture et de l'offre publique de transport. Tout à fait, Madame Fay. Vous avez, en préparant cette émission, on n'a pas parlé du fait que vous limitiez les logements tels que Airbnb. Enfin, il y avait aussi, vous vous inscrivez dans une politique territoriale large, pas uniquement sur l'agglomération. Vous me l'expliquiez. On n'a malheureusement pas le temps. L'usage de la voiture également, c'est là aussi une question. La spéculation avec Madame Manzoni, mais on est limité par le temps. Madame Fay, répondez-nous en quelques minutes, s'il vous plaît. Alors, sur quel sujet? Et sur cette L'Airbnb question ou le transport? d'aménagement, d'artificialisation des sols avec les aménagements autoroutiers, est-ce que là aussi il y a une volonté de votre part d'œuvrer au niveau territorial plus large que l'agglomération? Vous travaillez avec la région, avec le département, bien sûr. Tout à fait, Madame a raison. C'est vrai que la voiture, c'est un enjeu crucial. La problématique, c'est que toutes les politiques concernant les déplacements sont des politiques, comme l'urbanisme, du temps long. Montpellier peut être fier quand même d'avoir 5 lignes de tramway. La dernière est en construction. Elle devait être même inaugurée en 2017. Donc le retard a été pris. Nous sommes en train de le récupérer. Il y aura toutes les lignes de bus, bien évidemment, qui seront redistribuées en fonction des itinéraires du tramway. Et il y aura 5 lignes de bus tram. Pourquoi du bus tram plutôt que du tram? Parce que c'est plus facile et plus rapide à faire. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On travaille sur ce qu'on appelle une irrigation maximale de tout le territoire pour retirer la voiture de la ville, effectivement. Mais les contournements, ils auraient dû être faits aussi il y a fort longtemps, parce que Montpellier est une des rares villes en France, une métropole, où il y a du transit qui passe dans la ville et la métropole, mais qui ne s'arrête pas. Donc ces contournements sont nécessaires. Je ne reviendrai pas dessus. Ça serait une polémique qui serait ouverte et je pense que ce n'est pas le lieu. Donc cette politique du transport est essentielle dans l'aménagement du territoire et elle doit être vue non pas simplement sur les 31 communes, mais sur un bassin de vie. Et vous avez raison, le ferroviaire est quelque chose d'important, nécessaire. Et il y a fort longtemps qu'on aurait pu faire un métro littoral si la LGV avait été faite aussi de façon beaucoup plus prématurée. Parce qu'en fait, faire du transport entre Lunel et Montpellier, centre-ville, gare, pour des étudiants, c'est un quart d'heure. La Mosson, la gare, c'est 40 minutes. Donc le transport doit être étudié sur un bassin de vie beaucoup plus important que celui d'un périmètre administratif. Et on a déjà passé des contrats avec Pic Saint-Loup, on a déjà passé des contrats avec la vallée de l'Hérault pour justement répondre à la problématique que vous soulevez. Madame Fay, merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre pour cette table ronde. Monsieur Garcia Diaz, Madame Manzoni, merci à tous. Je laisse la parole à Cécile Chéniaud. Merci à vous, merci pour cette séquence